Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je fasse... Auditrices, auditeurs, amis citoyens, camarades, bonjour. Lundi 26 mai 2025, et voici la chronique du groupe Fred Zeller présentée par Jean-Louis et dans laquelle je vais reprendre d'une part la deuxième partie d'un texte que j'avais commencé à lire la semaine dernière sur le bilan de la loi séparatisme et d'autre part dans la série des articles qui sont consacrés à qu'est-ce que la laïcité, eh bien le troisième article sur ce thème, la laïcité, c'est la démocratie. Donc, je vous lirai en deuxième partie. Mais avant d'en venir à ces deux sujets, je voudrais revenir sur la question de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, du génocide qui se poursuit jour après jour, inexorablement, avec peut-être même de jour en jour des bombardements de plus en plus meurtriers, et de plus en plus meurtriers surtout pour les enfants. Ces informations sont maintenant relayées sur les différents médias. Ça n'a pas toujours été le cas. Et on entend aujourd'hui de plus en plus de voix qui se joignent à l'exigence d'arrêt des bombardements sur Gaza pour demander l'arrêt du génocide. Et on peut bien sûr que s'en féliciter. Il faut quand même remarquer que parmi ces voix, on en entend certaines qui, pendant longtemps, ont hurlé avec les loups contre les militants qui, dès octobre 2023, après avoir condamné comme il se doit les actions, les actes terroristes, les actes de guerre, des crimes de guerre du Hamas commis le 7 octobre, avait, dès le lendemain du 7 octobre, indiqué les dangers qui pesaient sur le peuple palestinien, puis indiqué qu'il y avait un risque de génocide, puis indiqué qu'il constatait effectivement des crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza, puis que les signes évidents de la mise en place d'une action génocidaire se confirmaient. Eh bien, ceux-là, pendant des mois et des mois, ont été ont été traités de tous les noms, ont été calomniés, on les a traités d'antisémites, on a confondu antisionisme et antisémitisme de manière délibérée. Et ceux qui ont proféré toutes ces attaques contre ces militants, bon, aujourd'hui, certains d'entre eux disent qu'il faut effectivement que ça cesse, tant mieux, mais n'effaçons pas le combat qui a été mené pendant des mois et des mois par des militants qui n'ont pas accepté ce que l'on appelle couramment le deux poids, deux mesures, et que les actes commis par Israël, par l'armée d'Israël à Gaza, n'avaient pas à être jugés différemment parce que c'était Israël qui les commettait. C'est absolument insupportable et ça aboutit aujourd'hui à cette situation de crise mondiale où on a un peu l'impression que les différents gouvernements ne savent plus trop comment s'en sortir. Et puis comment comprendre qu'ici, en France, au même moment, on voit cette enseignante de Lyon suspendue pour avoir organisé une minute de silence en hommage aux victimes du génocide à Gaza, et que les sanctions qui ont été prononcées à son encontre sont à ce jour maintenues. Alors, je voudrais commencer par lire le communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée, qui dit ceci. Soutien à l'enseignante suspendue pour une minute de silence en hommage aux victimes du génocide à Gaza. Donc, soutien à cette enseignante de Lyon. Les syndicats Force ouvrière, CGT, Sud, FSU de Lyon informent. Pour avoir accepté d'observer une minute de silence avec des lycéens demandeurs d'un temps de recueillement le mardi 18 mars, cette enseignante se retrouve suspendue et menacée de sanctions par le rectorat. Cet hommage ne relève en aucune manière d'une rupture avec son devoir de neutralité. Le massacre d'une population, et notamment d'enfants, n'est pas un avis politique, c'est un fait. Et voilà ce que nous disons au niveau donc de la Fédération nationale de la libre pensée. Il y a visiblement minute de silence et minute de silence. Ainsi donc, faire une minute de silence en hommage et respect aux 20 000 enfants de Gaza assassinés par les fascistes sionistes serait prohibé, alors que les mêmes qui veulent interdire ce geste d'humanité
ne se gênent pas pour faire ces minutes de silence pour les valeurs de la République, entre guillemets, qu'ils veulent promouvoir pour imposer une idéologie d'État qui n'ose pas dire son nom, et ce au nom de la loi raciste, liberticide et anti-laïque dite séparatisme. Et bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, c'est souvent évoqué dans les articles sur qu'est-ce que la laïcité. La Fédération nationale de la libre pensée dénonce cette hypocrisie. Elle a analysé en détail le vade-mecum dit de laïcité du ministère de l'Éducation nationale avec un énième gouvernement Macron. Voilà ce qu'elle dit sur ce genre de questions. Il y a un autre aspect de l'intrusion du politique dans l'école. C'est la manie détestable de s'en servir pour des opérations politiciennes, comme les minutes de silence pour tel ou tel événement, de préférence bien saignant et bien clivant. Au lieu de protéger l'école publique de la tourmente extérieure, on l'introduit à gros bouillon. Dès lors, comment s'étonner qu'il puisse y avoir des problèmes que l'on va utiliser pour les surmédiatiser ? L'intrusion du politique est le terreau pour créer des incidents. Rien de mieux que d'agiter le chiffon rouge devant des adolescents qui sont prompts à réagir sans connaître les codes. Ces incidents, entre guillemets, sont totalement artificiels et montés de toutes pièces. Dans le privé, les directeurs d'établissements catholiques se sont glorifiés de dire à certains enquêteurs du livre que cette minute de silence a été l'occasion de faire prier tous les élèves sous la direction d'un prêtre, quelle que soit leur religion ou son absence. Donc il est fait allusion au livre Laïcité, discrimination, racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve, donc sous la direction de Françoise Lantôme et Sébastien Urbanski. Voilà. Donc je reprends le communiqué de la Fédération nationale de la libre pensée. Pour le coup, c'est vraiment religieux, mais de la part du pouvoir politique. Dieu, entre guillemets, qui a tout créé, a donc aussi créé le péché originel. Il peut empêcher Adam et Ève de commettre l'irréparable, non seulement il les laisse faire, mais attise leur tentation. Et il les punit de toute éternité et pour leur descendance, aussi pour leurs fautes qu'il aurait pu empêcher. Curieuse pédagogie d'éducation parentale. C'est très exactement ce que font les différents gouvernements. Ils créent artificiellement les problèmes possibles et ensuite répriment les élèves qui sont tombés dans leurs panneaux. C'est criminel et irresponsable. Avec la raison aggravante que l'on ne peut traiter les élèves comme des adultes, cela renforce le caractère intolérable des provocations gouvernementales. Assez d'hypocrisie, bas les pattes devant le peuple palestinien. Et à partir de là, la Fédération nationale de la libre pensée appelle au rassemblement qui se tiendra mercredi 28 mai à 14h devant le ministère de l'Éducation nationale, sur Place Bainville, métro Solferino, pour justement donc soutenir l'enseignante qui a été suspendue pour la minute de silence qu'elle a organisée dans sa classe en hommage aux victimes du génocide à Gaza. Voilà. Alors, dans la foulée des initiatives qui sont prises pour la défense du peuple palestinien, eh bien, il y en a toute une série. Alors, localement, samedi 31 mai à 14h30, en direct de Gaza, à la médiathèque de Trélissac, se tient donc une conférence avec Rami Abou Jamous, qui dit « Ma façon de résister, c'est de rester en Palestine ». Et donc, c'est une initiative importante. Et également, donc, un rassemblement qui est organisé qui a été organisé vendredi 23 mai à Sarlat, je le cite parce que c'était une initiative importante, là encore, sur la défense du peuple palestinien. La folie génocidaire de l'État colonial israélien doit être arrêtée. Le génocide israélien à Gaza a massacré ce qui subsistait de l'ONU. Les crimes continus de l'État d'Israël seraient impossibles sans la complicité de fait de la plupart des gouvernements occidentaux, dont la France. Et effectivement, ce que l'on peut constater, c'est qu'au-delà des déclarations de tel ou tel responsable politique, y compris au niveau du président de la République, pendant ce temps, les livraisons d'armes, les livraisons d'éléments qui servent à entretenir les armes, etc., continuent. Tant qu'un bouton de guêtre est envoyé en Israël, il n'y a pas de nuance possible. C'est une complicité avec ce qui se passe à Gaza. Voilà. Et puis, je reviens donc maintenant à reprendre le texte que j'avais commencé à vous lire, ce texte qui a été publié dans la revue L'Émancipation syndicale et pédagogique, dans son numéro 9 de mai 2025, donc avec une conclusion provisoire que je reprends avant de relire à la fin de ce texte, qui disait, donc le titre c'était, je le rappelle, « Bilan de la loi séparatisme ». Notons d'abord qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021, l'administration n'était pas dépourvue de moyens de contrôle. Elle pouvait a posteriori vérifier qu'une association cultuelle ne répondait plus aux critères requis. En effet,
au terme de l'article 5 de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, citation, « Toute association qui n'ayant pas reçu de libéralité au cours des 5 années précédentes souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au 5e alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'association dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'État dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret. Ainsi, la Cour administrative de Paris a jugé légale la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur fondement des dispositions sus-rappelées, a constaté que l'association des musulmans de Noisy-le-Grand ne remplissait plus les conditions à réunir pour la considérer comme cultuelle. Donc c'était la conclusion de la première partie de cet article. Et je reprends la suite. Modification ou dénaturation de la loi de 1905 ? Soulignons ensuite que les nouvelles dispositions de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905, issues de celles du 24 août 2021, sont d'une toute autre nature et emportent des conséquences importantes. Par exemple, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté le 22 novembre 2023 le recours par lequel l'Association des musulmans de Chennevières-sur-Marne avait demandé de suspendre la décision du 1er septembre 2023 du préfet du Val-de-Marne, lui refusant la qualité de cultuel. Ce jugement référé appelle 2 observations. D'une part, un silence gardé 2 mois par l'administration ne suffit pas à garantir la reconnaissance pour 5 ans de la qualité cultuelle. En l'espèce, la préfecture a rejeté une première fois la demande de l'association musulmane, après ce délai, au motif que le dossier n'était pas complet. Ce groupement a donc déposé une seconde demande. D'autre part, celle-ci a finalement été également rejetée avant l'expiration des 2 mois au motif que 3 imams auraient tenu, citation, des propos contraires aux valeurs de la République, fin de citation, et que des femmes portant un voile intégral auraient fréquenté la mosquée. Quels propos ? Combien de femmes et à combien de reprises auraient assisté au culte ? Nous ne le savons pas. En tout état de cause, la décision du préfet a empêché l'Association des musulmans de Chennevières-sur-Marne de conclure un bail amphithéotique avec la commune en vue d'édifier un nouveau lieu de culte. Les dispositions de l'article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales que la Libre Pensée a condamné dès 2006 lors de l'introduction, permettant l'octroi de ce droit immobilier réel aux seules associations cultuelles. Pour finir ce chapitre, 2 derniers points paraissent devoir être évoqués. D'une part, la loi du 24 août 2021 autorise désormais les associations cultuelles à gérer un patrimoine immobilier non affecté au culte, de sorte que tombe le principe selon lequel elles avaient pour seul objet l'exercice public du culte. Ça, c'est la loi donc de 1905. Après avoir examiné les comptes 2019 de 93 diocèses, pour démontrer que l'Église romaine devait et pouvait indemniser à hauteur des préjudices subis les victimes d'abus sexuels sur mineurs, la Libre Pensée considère que cette mesure aide le culte catholique, qui a parfois méconnu la loi de 1905 initiale sur ce point, ou, pour la contourner, cantonné un important patrimoine non affecté au culte dans des sociétés civiles immobilières. Par conséquent, d'un côté, on banalise les associations cultuelles, d'un autre, on les surveille a priori dans un esprit concordataire. Cette disposition les rapproche en effet des associations mixtes relevant de la loi du 2 janvier 1907, auxquelles celle du 24 août 2021 impose désormais des obligations proches. D'autre part, les associations cultuelles doivent déclarer toutes les sommes égales ou supérieures à 10 000 € venues de l'étranger. Nous n'avons aucune information sur ce point, mais cette mesure pourrait réserver quelques surprises. Et donc, nous en arrivons à la conclusion de cet article, la limitation du droit d'instruire les enfants à domicile. Dans sa grande sagesse, la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, obligatoire, avait permis aux familles d'inscrire leurs enfants dans une école publique, dans un établissement privé entièrement payant, pour garantir la liberté de conscience des parents, ou de leur délivrer une instruction à domicile, selon le gouvernement de Jean Castex. Pour l'année scolaire 2020-2021, le nombre d'élèves
suivant une instruction à domicile, s'élevait à 62 398. Par conséquent, pour un si petit effectif, il paraît abusif de porter atteinte au principe fondamental de la liberté de l'enseignement, qui n'emporte pas et à certains égards exclut même le financement public de l'enseignement privé dont la libre pensée exige la sortie. La loi du 24 août 2021 restreint néanmoins drastiquement les possibilités d'instruire les enfants à domicile, sous-entendu les enfants des familles musulmanes présumées intégristes. La politique des petits nombres est une pratique courante sous le règne du président Emmanuel Macron. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance portée par Jean-Michel Blanquer a ramené de 6 à 3 ans l'âge de l'obligation scolaire, alors que 25 000 enfants seulement n'étaient pas inscrits dans une classe préélémentaire. Cette mesure a ainsi permis de rendre obligatoire le financement public des classes enfantines de l'enseignement catholique. D'après l'édition du 3 mars 2024 de l'hebdomadaire Le Point, le nombre d'élèves instruits à domicile atteindrait 52 000 actuellement. Le bilan d'une atteinte à la loi Ferry de 1882, motivée par des préjugés entretenus contre un culte minoritaire, paraît donc dérisoire. Voilà, et c'est la fin de cet article donc, qui a été publié, je le rappelle, dans la revue L'Émancipation syndicale et pédagogique de mai 2025. Voilà. Alors j'en arrive à cette nouvelle contribution dans la série « Qu'est-ce que la laïcité ?» Et aujourd'hui, le titre, c'est « La laïcité, c'est la démocratie ». Il nous appartient d'enrayer cette machine. Sauvons la liberté sauve le reste, écrivait Victor Hugo en 1851 dans Chose vue. Et c'est un texte qui a été rédigé par Christian Echen. La démocratie repose sur plusieurs principes, dont le droit de choisir librement ses représentants par des élections au suffrage universel, au nom du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Ensuite, la démocratie doit assurer à tous la liberté de s'associer librement pour des objectifs décidés en commun, avec des moyens propres à l'association constituée et avec qui on veut. Ces principes ont été mis en œuvre par les 3 grandes lois démocratiques qui fondent la liberté d'association, la liberté d'expression pour tous. La loi de 1884 sur la liberté syndicale. Ce sont les travailleurs qui s'associent librement pour défendre leurs intérêts et les objectifs qu'ils se fixent. Ainsi, la charte d'Amiens de la vieille CGT promeut 2 objectifs essentiels aux syndicalistes ouvriers, la défense quotidienne des intérêts des travailleurs et la fin du capitalisme exploiteur. C'est la fameuse double tâche que s'assigne la classe ouvrière comme classe sociale. Deuxième loi, la loi de 1901 sur la liberté d'association, qui permet à tout le monde et à n'importe qui de s'associer librement pour des objectifs décidés ensemble et sur des principes, et non des valeurs, décidés en commun. Par exemple, cette loi permet à des révolutionnaires de s'associer librement et aussi à des royalistes de le faire de leur côté. Bien évidemment, il n'y a rien de commun entre les deux. C'est la liberté d'association. Troisième loi, la loi de 1905, complétée par celle de 1907 sur la séparation des églises et de l'État, qui organise la liberté religieuse par le libre exercice des cultes, de tous les cultes. Quand l'article 4 de la loi de 1905 fut voté, Jean Jaurès dit alors avec raison « La séparation est faite » par cette loi. Le principe de libre organisation pour les syndicats, 1884, pour les associations, obédience maçonnique et partis politiques, 1901, s'appliquait aussi pour les cultes et religions, donc loi de 1905 et 1907. Cette loi de 1905 fonde la liberté de conscience, qui est celle de ne pas croire ou de croire à ce que l'on veut et comme on veut. La laïcité institutionnelle est fondée par la loi de 1905. Elle est la garantie de la démocratie et de la liberté d'association. Laïcité et démocratie sont donc consubstantielles, l'une ne peut aller sans l'autre, et inversement. La constitutionnalisation de la loi de 1905, une diversion. La liberté de conscience s'applique dans tous les domaines. Elle fait partie désormais du bloc institutionnel, ce qui fait que la libre pensée ne s'associera jamais à cette auguste fadaise qui consiste à demander la constitutionnalisation des 2 premiers articles de la loi de séparation, car c'est déjà fait et obtenu. C'est donc une diversion qui cache le retour en scène de François Hollande pour les présidentielles de 2027. Il l'avait proposé dans le passé comme une promesse sans lendemain, un spécialiste. Il l'avait fait aussi pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de 1914-1918. On sait ce qu'il en est. Cette proposition
donc de constitutionnalisation des 2 premiers articles, permet de tenter de le remettre dans la course présidentielle. Faire du neuf avec du vieux est une vieille manœuvre politicienne, et ce, depuis la nuit des temps. Tous ces principes de liberté sont remis en cause par la loi séparatiste du 24 août 2021, qui tente d'imposer un seul modèle d'association sous la férule et l'autorité de l'État, avec des valeurs, entre guillemets, dites, entre guillemets, républicaines, qui s'imposent alors par la force et non par la conviction. La menace permanente et réelle de dissolution des associations, plus de 40 depuis Macron Ier, et la matraque brandie au-dessus de la tête de chacun. C'est la mise en œuvre d'une véritable idéologie d'État, et de toute idéologie d'État est totalitaire par essence et par nature. La loi séparatiste est une loi liberticide, anti-laïque, raciste, autoritaire et antidémocratique qui menace grandement la liberté d'association sur tous les plans. C'est la séparation de la sphère religieuse et de la sphère publique, État, institutions, administration, service public, pour préciser ce qu'est la sphère publique, qui garantit la neutralité de la puissance publique d'un côté et de l'autre, qui fonde dans la sphère privée une totale liberté pour penser, dire et faire ce que chacun souhaite sur le plan politique, associatif, religieux ou autre, c'est-à-dire sur le plan personnel, qui peut inclure une dimension collective. La loi séparatiste en est strictement l'inverse. C'est pourquoi il faut l'abroger, comme il faut abroger toutes les lois anti-laïques. En 2019, le Congrès national de la Fédération nationale de la libre pensée, réuni à Alizay du 26 au 30 août, alertait, citation, « La liberté de conscience, la simple expression d'une opinion, est menacée. Elle est menacée sur tous les plans, sur tous les terrains, elle est malmenée, brutalisée. » Et le Congrès poursuivait, la question est, sommes-nous libres ? Et affirmait, une camisole de force est passée sur la pensée, c'est-à-dire sur le droit de réfléchir par soi-même, de ne pas être d'accord, de le dire, de le faire savoir, de dialoguer, d'écouter, d'argumenter. Nous y sommes. Voilà. Et donc, ça me permet d'indiquer que dès maintenant, la Fédération nationale de libre pensée prépare un grand meeting qui se tiendra le samedi 6 décembre 2025 à 14h au gymnase Japy. Un grand meeting unitaire, laïque, national et international pour la défense de la loi de 1905, pour l'abrogation de la loi séparatisme. Voilà. Alors, nous en arrivons maintenant à la fin de cette chronique avec le choix musical quasi habituel. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ce chanteur qui a une voix assez extraordinaire et qui est un habitué du festival de Doucha Blues dans une chanson qu'il a interprétée au festival de Doucha Blues en 2020. Et je vous informe que Renan sera de retour au festival de Doucha Blues pour l'édition 2025. Donc je crois que ce sera au mois d'août prochain.
wish her right as she would come. That's why I ain't got no special riders here. Oh, ain't got no special riders here. I ain't got nobody to love and feel my care. No special riders here. No, I ain't got no special riders here. I ain't got nobody to love and feel my care. Voilà, 1 minute pour conclure cette chronique en vous rappelant, donc pour ceux qui peuvent s'y rendre, la soirée organisée le samedi 31 mai à 14h30 en direct de Gaza avec Rami Abou Jamous. Ma façon de résister, c'est de rester en Palestine. Organisée donc par Dordogne Palestine. C'est encore une excellente initiative. Je vous donne rendez-vous maintenant pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller, lundi prochain à 11h30, toujours sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive